Ma vocation, ça a été de m'en trouver une. Je crois que je peux dire ça, quoi. J'ai passé les 40 premières années de ma vie à me demander ce qu'on faisait sur Terre, et moi en particulier. La philosophie est une manière de réfléchir à la vie, au sens de la vie, à la bonne vie. Je suis né avec une malformation cardiaque qui a été diagnostiquée à ma naissance et qui a été opérée qu'à 5 ans. Donc je pense que de 0 à 5 ans, consciemment ou inconsciemment, je vis avec mon angoisse ou l'angoisse de mes parents, ou enfin une angoisse générale de la brièveté de la vie, de la possibilité que tout s'effondre à tout instant. Ça m'a constitué. Et puis avec quelque chose, la réciproque, c'est-à-dire survivre à l'opération et avoir l'impression d'être invulnérable, d'être invincible, d'être un super-héros. En fait, là, les deux polarités coexistent dans l'enfant probablement que je suis, et qui devient cet adolescent un peu tourmenté et naturellement ouvert aux questions existentielles, à l'angoisse du sens de la vie, à la terreur de la mort. J'aime bien ces plans où il y a écrit « Vous êtes ici ». Moi, à 14-15 ans, je pense qu'en fait, on va me le fournir. Enfin, je suis convaincu qu'au fond, les enfants ne savent pas, c'est normal, ils ne savent pas où ils sont, mais que les adultes savent, c'est des adultes. Et que dans les livres, voilà, je vais trouver un livre qui s'appelle « Vous êtes ici », et qui va m'expliquer exactement ce que je dois faire. Et puis, finalement, ce livre n'existe pas et ça me rend furieux, quoi. On porte aussi son histoire familiale, on porte aussi... Moi, mes deux parents sont les enfants, j'ai envie de dire, parfois de la guerre, enfin, des déplacements de population. Mon père est mauricien, d'une famille française qui s'est déplacée au XIXe siècle. Ma mère, née de deux parents allemands dans un camp de prisonniers en Inde. Nos racines, c'est d'être déracinés. Mais la philosophie offre une espèce de réponse quand même à ça, qui est, que j'adore, qui est celle qui, moi, à 16-17 ans, m'excite beaucoup, qui est la réponse de Sartre dans l'existentialisme d'un humanisme, qui est que l'existence précède l'essence. L'existence précède l'essence, incroyable, donc on n'a pas besoin d'avoir de racines. L'homme est cet être qui, au monde, n'a justement pas de racines, dont la dignité tient au fait qu'il s'invente sa propre histoire, qu'il se fabrique dans sa liberté le sens qu'il désire donner à sa vie. Et Henri IV me dit, nous on est prêt à vous prendre en Hippocagne, en option philo. Et là je me dis, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que je me vois déjà monter à Paris dans mon costume, rêvant de Lacan, de Michel Foucault, de rentrer à Normal Sup. Moi j'ai appris dans les livres. Donc dans les livres, Roland Barthes, il a un costume. Il y a même une photo dans l'autobiographie de Roland Barthes par Roland Barthes où il dit « En ce temps, nous étions des petits messieurs ». Donc à 17 ans, on portait un costume, on marchait sur le boulevard Saint-Michel et on allait chez Vrin, et c'était comme ça, quoi. Et en fait, encore une fois, je connais rien à la vie, en fait. Et donc je débarque. Et patatras, c'est-à-dire que ma vocation à peine découverte est contrariée, et je vais me rater dans les très très grandes longueurs 2 fois au concours. C'est-à-dire, je dis dans les très grandes longueurs, c'est-à-dire G1, G2 à l'oral. Je sors de là, je me demande vraiment ce qui se passe, quoi. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je porte un petit costume dans ma tête? Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est un échec qui me tient à l'écart, encore une fois, de ce sésame, de cette autorité que je cherche, qu'on me donne, en défaut de l'avoir en moi, manquant beaucoup de confiance en moi, je n'arrive pas à accéder à cette carte de visite, je veux dire, qui me permettrait d'ouvrir des portes en n'ayant plus besoin de me présenter, en n'ayant plus besoin de me défendre, en ayant lui expliquer pourquoi j'ai le droit de... Non, je repars à zéro. C'est-à-dire que je repars à zéro à tout point de vue. C'est-à-dire que je rentre chez mes parents à Toulouse. Puis je continue d'écrire. Je fabrique une petite revue que je photocopie à 15 exemplaires pour rester en contact avec mes amis, dans lequel j'écris sur Proust, sur Homère, sur tout ce qui me passe par la tête. C'est une revue avec un seul auteur, quoi. Enfin, La revue Bulle va tomber entre les mains de quelqu'un d'aussi très important dans ma vie,
qui dirige à l'époque le centre des revues, les revues parlées du Centre Pompidou, et qui aime bien ma revue, qui trouve l'esprit de cette revue marrant, qui a besoin d'un chargé de production, d'un chargé de mission à côté d'elle pour animer les activités de parole du Centre Pompidou, et qui me demande si j'ai envie de travailler avec elle. Là, je commence à trouver ma voie d'une certaine manière, parce que si j'étais pas fait pour être professeur ou chercheur, etc., j'étais évidemment beaucoup plus fait pour être dans la programmation culturelle. On me paye pour recevoir les gens que je lis et que j'admire. Et je commence, oui, à arrêter d'écrire. J'écris de moins en moins, j'arrête la revue Mule. Alors j'en ferai une autre qui sera Fresh Theory, c'est-à-dire que je continue à être actif et à profiter de cette situation incroyable d'observatoire de la vie littéraire, intellectuelle pour accueillir, inviter des gens et découvrir qu'il y a des jeunes auteurs, les réunir. Donc j'aime bien cette activité que je fais à ce moment-là. Mais effectivement, c'est toujours une activité d'organisateur. Et ça va être de pire en pire, si j'ose dire, enfin, de ce point de vue-là. Grâce à ça, on m'appelle pour aller au Palais de Tokyo, où là, je vais devenir assez vite directeur adjoint du Palais de Tokyo, et m'occuper de toutes sortes de choses. Du Palais de Tokyo, je vais aller au ministère de la Culture, devenir conseiller de Frédéric Mitterrand, etc. Et donc, ça va de mieux en mieux, ça va de pire en pire, parce qu'à chaque nouvelle fonction que je prends, je m'éloigne de plus en plus non seulement alors, là, de l'écriture pure et simple, mais même de la vie intellectuelle. Il y a une ivresse, quoi. Puis je commence à avoir du pouvoir. Enfin, je vais être dans les cabinets ministériels, je vais pouvoir décider d'un certain nombre de choses. Et en même temps, oui, je suis malheureux parce que je sais que j'ai une vocation contrariée d'écriture, qui ne s'est jamais résolue. Jusqu'au summum de la dérive. Oui, après le cabinet, je rentre dans une grande maison de luxe et je gagne beaucoup d'argent et je suis très libre et au fond, je peux dire que j'ai vraiment réussi ma vie. Et là, je m'aperçois qu'il y a une sorte, j'ai vraiment dérivé comme un bateau, enfin, de la position initiale, et je regarde la côte et je me dis, oh, je suis quand même très 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 loin là maintenant. Est-ce que je peux revenir à la nage? Je suis pas sûr. Je vais être amené un peu in extremis, un peu par un coup de chance, encore par une rencontre à nouveau, quoi, dans le droit chemin. C'est un copain qui a travaillé avec moi à l'époque de Fresh Theory, qui est un jeune intellectuel, philosophe du droit, à qui on a confié une collection au PUF, et qui pense à moi, alors que j'ai plus écrit depuis 10 ans. Hein. Et je lui dis, j'ai un livre mais j'arrive pas à l'écrire. Et là je lui raconte, voilà, c'est l'histoire, c'est comment le protestantisme influence la culture contemporaine, que c'est le chaînon manquant, que si voilà, on peut faire tel parallèle entre Luther et Joseph Beuys. Et il m'écoute parler et puis il me dit, il est là ton livre, écris-le. Et c'est un truc qui me transperce. C'est-à-dire c'est un peu lève-toi et marche. C'est Alizard, lève-toi et marche. Informatique céleste, c'est donc la liberté et la nature ne sont pas inconciliables, elles sont au contraire réunies dans une force plus grande, une unité holistique qui nous emporte, qui nous entraîne et qui nous amène à faire partie, à ressentir qu'on fait partie du monde. Il me semble évident que la nature nous envoie à trouver un moyen de se rappeler à nous qu'elle pense. Et qu'elle vit et qu'elle pense, et qu'elle nous a envoyé ces ambassadeurs que sont les chiens, qui sont ce trait d'union entre la nature et la culture, entre le monde de la sauvagerie et le monde de la civilisation. Alors il se trouve que dans toutes les mythologies, et je le découvrirai en écrivant sur les chiens, dans toutes les mythologies, le chien est ce passeur et ce trait d'union. Et j'adopte un chien, et c'est une espèce de grande révolution dans ma vie. Je trouve sur internet un basset qui s'appelle Martin Luther. À peine il est entré dans ma vie qu'il meurt. Et je suis dévasté en fait par cette mort. Je revis un effondrement. Je n'ai pas réussi à porter ce chien au-delà de l'enfance, à le sortir de l'enfance. C'est-à-dire que moi j'ai survécu à l'enfance, à l'âge de 5 ans, et mon chien non. La seule chose que je puisse faire, c'est écrire un livre sur lui, sur les chiens, pour dépasser mon deuil. Et oui, ça a été un grand succès en France, ça a été traduit en 5 ou 6 langues. Enfin, j'ai fait le tour du monde en fait même. J'étais invité dans tous les instituts français à parler de chiens. C'était incroyable. Ah oui, on m'a beaucoup appelé Tintin, et lui on l'appelle souvent beaucoup Milou. Et ça m'énerve, enfin ça m'énervait avant d'écrire ce livre, ça m'énervait. J'avais tous mes albums de Tintin que j'avais gardés, quand même. Et j'ai lu Les Bijoux de la Castafiore et j'étais absolument bouleversé.
par Les Bijoux de Castafiore. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. J'ai trouvé que la répétition des chutes dans les escaliers était très étrange, il y en a trop, il y a du bruit tout le temps, tout le monde hurle, fait des vocalises, fait des gammes, les perroquets croissent, enfin, je me suis dit mais c'est l'enfer, le monde d'Hergé c'est l'enfer. Et j'avais l'impression que c'était le monde vu par les yeux d'un enfant qui souffre, et pour qui le monde entier est un monde d'adultes qui crient, quoi, et d'objets qui tombent. Et c'était une expérience que moi, enfant, me parlait. Enfin, j'avais l'impression de reconnaître une expérience de ma vision du monde, un monde inquiétant où tout s'effondre, encore une fois. Et j'ai commencé à m'intéresser à Hergé. Je me suis dit, ce type, il nous cache quelque chose. Enfin, c'est pas du tout. Il doit y avoir il y a anguille sous roche, quoi. Et effectivement, bon, en creusant la question, j'ai réalisé que d'abord c'était quelqu'un de très mélancolique, très angoissé. Pas du tout souriant, pas du tout heureux, se tuant à la tâche, et que probablement le traumatisme originel d'Hergé, c'est Benoît Peeters dans sa biographie qui le révèle, c'était d'avoir été violé par son oncle. Et je me suis dit, c'est marrant, personne n'a écrit là-dessus. En creusant, je m'aperçois que je relis tous les albums de Tintin en pensant à ça, et je m'aperçois que c'est dans tous les albums de Tintin. À commencer d'ailleurs par Les Bijoux de la Castafiore. Première page des Bijoux de la Castafiore, la couverture des Bijoux de la Castafiore, Tintin a l'index posé comme ça, il dit chute. Et j'ai réalisé en regardant les achevés d'imprimer des albums que j'avais de Tintin, que je les avais tous lus à l'hôpital au moment où j'étais opéré. Donc mon traumatisme à moi a été, ma reconstruction s'est faite avec Tintin. C'est-à-dire que enfant, je pense que je ressens instinctivement que c'est un personnage qui permet aux enfants de se reconstruire.